Slovakian national team and TPS Turku, Juraj Slafkovský. Le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal commence le 22 septembre. La saison 2022-2023 devrait susciter un engouement particulier, sachant que le directeur général Kent Hughes, secondé par Jeff Gordon, entamera sa première saison à la direction de la concession, qui pour la première fois depuis 1980 a bénéficié du premier choix d'un repêchage de la LNH. C'était Doug Wickenheiser, rien foutu. L'équipe a jeté son dévolu sur Juraj Slafkovský. Ça sonne bien, hein? Je me suis pratiqué. Un ailier gauche mesurant 6 pieds 4, pesant quelques 220 livres. Cette vidéo donne un avant-goût sur ce qu'on peut attendre de ce joueur qui, selon beaucoup de recruteurs, possède le plus haut potentiel d'amélioration, bien qu'il soit moins en avance que d'autres en ce qui concerne la possibilité d'avoir un impact immédiat dans une équipe de la LNH. J'ai fouillé l'Internet de manière chronologique pour essayer de trouver le plus d'informations sur ce joueur slovaque qui faisait déjà parler de lui alors qu'il n'était qu'un adolescent. D'aussi loin qu'on peut aller, on peut retrouver un tweet datant de 2013 qui mentionne Juraj Slafkovský. C'est cocasse, mais un compte Twitter de hockey slovaque toujours actif est le premier à avoir mentionné Slafkovský sur Internet alors qu'il n'avait que 9 ans, en 2013. Ce qui laisse croire que certains avaient déjà remarqué son potentiel alors qu'il n'était qu'un enfant. Revenons à une époque plus près, je me fie à un article de Nicolas Martineau, qui est un très bon journaliste en passant, je vous conseille de le suivre. Pour moi, il représente le présent et le futur du journaliste sportif, pour décrire quelque peu l'environnement personnel de Slafkovský, dont le père, selon l'article, n'a aucun doute quant à la capacité de son fils à gérer la pression d'une ville passionnée de hockey comme Montréal. Provenant d'une mère athlète nationale en natation, Slafkovský a dès son plus jeune âge brûlé des étapes. À 13 ans, il jouait déjà contre des joueurs âgés de 17 ans avec qui il partageait plus de similitudes physiques déjà. Il maîtrisait déjà l'anglais à 16 ans alors qu'il n'avait pratiquement jamais mis le pied en Amérique. Il pourra éviter un choc culturel puisqu'il a quitté le nid familial à 14 ans, un type mature. Certains amateurs avaient déjà remarqué son haut potentiel alors qu'il n'avait que 15 ans. Je montre des tweets, on pourrait questionner la crédibilité de ces tweets-là, mais moi je me dis que si ces gens-là ont étudié un joueur qui n'était pas encore dans la LNH, qui sont vraiment des passionnés puis qui savent probablement de quoi ils parlent. Hein. Moi-même, je suis un fan, je ne suis pas un expert et je vais t'avouer que je ne regarde pas vraiment le développement de joueurs qui n'ont pas encore été repêchés. Donc je me dis que ces gens-là sont probablement des vrais passionnés. Et il l'avait déjà remarqué, il n'avait que 15 ans. Il pesait déjà 200 livres, comme qu'on peut voir ici, avant même d'avoir 16 ans. Tu te rends compte, souvent, c'est un problème des jeunes. On dit qu'il faut qu'ils augmentent leur gabarit, mais lui, à 16 ans, il pesait 200 livres. Il semble avoir une génétique supérieure. Ce ne sera pas un défi pour lui de correspondre physiquement aux standards de la LNH. Il a joué la dernière saison dans la SM Liga, qui est la ligue senior numéro 1 de Finlande. Sa faible production de 5 buts, 5 passes, en 30 quelques matchs, a fait en sorte qu'il a baissé dans le classement de certains. Je vais vous expliquer quelque chose. À chaque fois que je vois un joueur repêché haut qui a joué dans la Ligue d'adultes, de Ligue européenne, ça ne marche pas de la même, selon moi, là, c'est de même je l'interprète. C'est dans ces ligues-là, il faut vraiment y mettre. Tu ne peux pas brûler les étapes. Ils vont toujours donner plus de temps de glace aux vétérans. Les jeunes doivent faire leur classe. Tandis que dans la LNH, on met vraiment le talent de l'avant. On peut bypasser des vieux si on est bon. Donc, même si on voit que Slafkovský a juste eu 10 points en 30 matchs dans cette ligue-là, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Puis il paraît que c'était une équipe très défensive. Et même des joueurs phénoménaux ont des mauvaises statistiques quand ils jouent à 17 ans et 16 ans dans ces ligues-là. Parce que probablement, les vieux, tu ne peux pas bypasser les vétérans dans ces ligues-là. Ça ne marche pas de la même manière. Mais d'autres l'avaient vu un peu plus bas dans leur classement, comme Marc-Olivier Baudouin, que je vous conseille aussi de suivre, là, qui est un bon influenceur sur Twitter de hockey, qui parle de hockey 365 jours par année. Je le lis, puis je vous recommande de suivre, il est intéressant. Les experts chevronnés sont plus unanimes par rapport à son style de joueur. Juraj n'a pas vraiment de défaut. Il est complet. Il a l'attitude, la force de caractère, les attributs physiques et le talent.
selon ce qu'on peut évaluer maintenant. Comme qualité première, on note son maniement de rondelles dans des zones restreintes, lui donnant la capacité de conserver le disque malgré plusieurs adversaires défensifs. Il est autant efficace en construction de jeu qu'en finition. Il possède un tir lui permettant de marquer à partir de rien et il est un aimant à défensive, ce qui permet à ses coéquipiers de se libérer pour recevoir une passe. Il aime aussi servir d'écran pour nuire aux gardiens et pour faire dévier des lancers. Autre caractéristique très importante, il est très efficace en poursuite de la rondelle pour créer des revirements et soutirer la rondelle aux défenseurs, un peu comme Philippe Danault. Je vais m'expliquer. Souvent, les joueurs font une pression défensive d'apparence. Ils vont aller vers le défenseur, mais ils savent qu'ils n'ont pas vraiment la chance de l'intercepter. Ils vont faire un pas semblant d'essayer de lui enlever la POC pour bien paraître. Mais Slafkovský, puis on peut le voir en vidéo, son pressing défensif est excellent. Il y a vraiment un plan de match pour enlever la rondelle puis pour créer des revirements. Il se force en défensive. Il ne fait pas semblant. Et jouant dans les ligues de garage, je peux dire que ce genre de joueur-là est fatigant, là, qui te slash, qui te donne des coups de bâton, qui essaie de lever ton bâton, qui ne te lâche pas. Et c'est un expert là-dedans, Slafkovský. D'ailleurs, dans son entrevue suivant son repêchage, Slafkovský s'est comparé à Marian Hossa. Et pour ceux qui écoutent le hockey, moi j'écoute le hockey depuis que Marian Hossa jouait avec les Sénateurs d'Ottawa, avec justement le Slovaque Chara, Martin Havlat. Et si notre premier choix total devient un joueur qui ressemble à Marian Hossa, ben moi je suis satisfait. Oui, Marian Hossa, c'est pas un Alex Ovechkin ou un Austin Matthews, mais c'est quand même un excellent joueur. Et s'il peut se rapprocher de ce type de joueur-là, Marian Hossa, avec sa vie de teintée, c'est satisfaisant. Hein? Ça m'irait. S'il pourrait avoir une carrière à la Marian Hossa, on est en business. Ce n'est peut-être pas le genre de joueur qui va être utilisé en tir sur réception en avantage numérique comme Stamkos ou Ovechkin, mais des vidéos nous montrent qu'il est capable de marquer de cette manière. Comme seul point à améliorer, on notait, mais je parle à l'imparfait, là, on notait dans le 2018-2019, il y a quelques années, comme point améliorer son accélération, pas sa vitesse, son accélération. Il y avait un petit point faible dans ses premiers coups de patin. Et je vais m'expliquer, un gars de 6 pieds 4, souvent, c'est comme ça, hein, c'est comme Usain Bolt. Hein, il part pas très rapidement, mais il finit par rattraper les plus petits à long terme. Par exemple, on prendrait un gars comme Cole Caulfield, probablement qui a une meilleure accélération que Slafkovský parce qu'il est tout petit, mais à cause de la biologie, souvent, les gros, les grands prennent plus de temps à prendre leur vitesse. Donc, c'est normal. Mais ma recherche me montre qu'il a suivi du power skating à un jeune âge. Cette lacune a été améliorée avant son plein développement. C'est une bonne chose parce que souvent, la vitesse ne peut pas être améliorée une fois que tu as passé 20 ans. Si bien qu'on note qu'aujourd'hui, son coup de patin est désormais une force. Sinon, on mentionne qu'il n'a pratiquement pas d'expérience sur une glace de format américain, lui qui a majoritairement joué sur des glaces européennes plus grandes. On a aussi parlé de sa constance qui demeure à prouver. Côté caractère, personnellement, aussitôt que je l'ai entendu communiquer, j'ai tout de suite souhaité que les Canadiens le repêchent. C'est en plein ce genre de personnalité-là qu'on a besoin. Contrairement à d'autres, Slafkovský donne l'impression d'être un type imperturbable. Qualité très utile dans un marché montréalais où les fans scrutent autant le corporel que le caractériel. Il donne l'impression d'être heureux. Il est doué et il s'amuse. Son accent slovaque me rappelle des personnages mythiques maîtres de soi, de style russe. Tupac at the moment, you know. I think Arne Intonen took it, but I don't know where he's dead. I hope I get it Qui very ne soon. peuvent être affectés par la pression et qui prennent tout avec un grain de sel. Tout leur sourit. Ils aiment la vie et la vie les aime. Aussitôt que je l'ai entendu parler, j'ai su qu'il avait le caractère pour jouer à Montréal. À l'inverse de Shane Wright, qui me donnait l'impression d'avoir déjà un regard d'insomniaque à 18 ans seulement. Tu sais, le genre de joueur qui prend tout personnel, qui veut toujours être au sommet, qui n'accepte pas de mal performer, qui gère mal la pression. Moi, c'est l'impression que j'ai eue avec Shane Wright, en le regardant et en l'écoutant. Peut-être que c'est pas ça aussi, hein, on va le voir. Des fois, ça ne veut rien dire, l'apparence. Je pense aussi que Slafkovský va plaire aux femmes. C'est un jeune homme de belle apparence, de 6 pieds 4. On sait comment les filles capotent toutes sur les grands. C'est le critère numéro 1. Mais il a tout pour lui. Hein. Il a tout pour lui, vraiment, le caractère. Puis on voit, il a l'air de s'amuser, il sourit, il niaise avec ses coéquipiers. J'ai hâte de le voir. On a tous hâte de le voir.
Je vous invite à vous exprimer sur la place que vous aimeriez voir occuper Juraj Slafkovský en 2022-2023. Voudriez-vous le voir à Montréal ou à Laval? Puis ce qui est cool, c'est que justement, vu qu'il n'a pas joué son junior ici, on ne peut pas le renvoyer dans le junior. Je ne suis pas sûr de cette règle-là. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Là? Je pense qu'on peut le renvoyer à Laval durant n'importe quel moment de la saison puis le rappeler. Je ne suis pas convaincu, mais si c'est ça, c'est positif. Si on pourrait le faire commencer à Laval sans qu'il y ait de restrictions puis le ramener à Montréal un peu n'importe quand. Il pourrait faire un peu la navette. Sinon, est-ce que la promotion hâtive de Kotkaniemi, on s'en rappelle, vous amènerait à lui faire ses classes dans une ligue inférieure, donc la ligue américaine? Sur quel trio le verriez-vous? Est-ce que vous mettriez Slafkovský avec Suzuki et Caulfield ou vous les éparpillerez sur différents trios? Personnellement, en termes de production offensive, je pense que Cole Caulfield va être dur à déloger. Le gars, c'est une scoring machine. Il vient d'arriver. Il marque déjà 20 buts à sa première année. Caulfield, je le vois premier pointeur de l'équipe d'une saison à l'autre. Slafkovský serait leur compagnon de trio optimal. Là, je parle à Suzuki et à Caulfield. On aurait Nick Suzuki, le fabricant de jeu. Caulfield, le marqueur. Slafkovský, le joueur complet, plus physique. Exprimez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine. Bonne saison. Let's go.